Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce 3e épisode de Talks. Aujourd'hui, nous allons parler des représentations de l'horreur dans les médias cinématographiques et vidéoludiques. Et avant de commencer, Mathieu, comment vas-tu ? Écoute, ça va. Je pense que je vais avoir des séquelles psychologiques après avoir fait toutes ces recherches sur l'horreur. Mais parce que mine de rien, on n'est pas chez les Télétobies quand on fait des recherches sur ce genre de choses. Mais ça fait peur les Télétobies aussi. Clairement, ça fait très très peur. Moi, le petit bébé soleil, là, ça m'a toujours traumatisé. On n'est pas dans ma famille d'abord. Voilà. Du coup, alors commençons directement dans le vif du sujet. Comment est-ce que tu t'es organisé pour tes recherches ? Parce que du coup, tu as fait des recherches, contrairement à moi, évidemment. Bizarrement, j'ai fait des recherches sur ce genre du coup qui m'attirait pas spécialement de base, mais du coup, j'ai fait un corpus du coup de jeux à faire. Alors, du coup, attends, ça ne t'attirait pas de base, mais pour les gens qui nous écoutent, du coup, on a décidé de faire ce sujet parce que il y avait Resident Evil Village qui est sorti, dont tu nous as parlé la semaine dernière. Et du coup, on s'est dit, tiens, on va rester dans la thématique et on va parler de l'horreur. Mais donc, l'horreur dans les jeux vidéo ne t'intéresse pas. En fait, c'était plus un exercice. Voilà. Tout est tout à fait logique dans cette émission. C'était du coup logique un peu explosée à l'image de l'horreur finalement. Mais non, mais parce que je disais ça pouvait être un bon exercice pour ne serait-ce que le podcast de faire quelque chose qui colle à l'actualité pour une fois. Du coup, qu'on soit un peu dans le temps. Voilà, ouais, ça, dans le mouvement de ce qui se passe dans la pop culture, etc. Mais il y a plein de choses. Alors du coup, on pourra... Quand tu as fini ton explication, on pourra refaire un petit topo de ce qui s'est passé dans la pop culture. Il y a 2-3 trucs qui me viennent en tête. J'ai pas tout en tête, mais il y en a 2-3 là qui me viennent en tête. D'accord. On a dégagé plus ou moins 3 axes pour l'émission. Je sais pas si tu veux qu'on les annonce maintenant ou après. Vas-y, on peut les annoncer du coup. Du coup, il y a qu'est-ce que l'horreur finalement, parce qu'on parle toujours du genre horrifique, des jeux d'horreur, des survival horror, même dans le cinéma, tout ça. Donc, on va essayer de définir un peu ce que c'est. Puis après, il y a les figures de l'horreur. Du coup, quelles sont leurs représentations du coup plus ou moins physiques au cinéma et dans les jeux vidéo, et qu'est-ce que ça signifie. Bon, on va faire ça succinctement, on va pas faire un colloque de 4 heures non plus. Mais Non, voilà, c'est très long. L'idée, c'est que ça nous serve pour pouvoir discuter. Effectivement, là, c'est quelles sont les représentations physiques. Quels sont les grands symboles de l'horreur. Et ensuite, là, on va après s'axer plus un peu vers nos médias respectifs et comment ça se traduit, par exemple, pour moi, dans les jeux vidéo in-game, comment les développeurs, ils arrivent à faire ressurgir l'horreur. Et toi, par exemple, dans le cinéma aussi, avec des techniques cinématographiques qui restent mystérieuses pour moi, mais des choses qui... Voilà. Généralement, il fait nuit. Oui. Alors, on se rejoindra. L'horreur, c'est la nuit. Voilà. Non, mais c'est pas vrai, du coup, justement, il y a certains films qui essayent de jouer la carte diurne. Le contre-courant, voilà. Et le faire, il fait jour, et voilà. Ou alors, il fait tout blanc, alors qu'il y a juste, tout est noir, etc. Voilà, plus ou moins, j'ai... Plus ou moins comment j'ai axé mes recherches. Ces 3 axes-là, il y a un corpus de jeux que j'ai fait. Alors, je ne les ai pas tous faits parce que, mine de rien, c'est très long à faire, les survival horror. On pourra en parler après, mais sur comment les mécaniques fonctionnent. Mais bon, on en reparlera peut-être après, mais c'est pas en général, c'est pas trop des jeux où tu peux y aller de manière bourrine et tout exploser, justement. Non, je pense que c'est justement ça aussi qui est un des mécanismes de l'horreur, c'est que ça soit plutôt lent, où du coup tu as du temps, etc. et tu peux pas courir partout et buter tout le monde, tu es obligé plus ou moins de te cacher. C'est ça, t'es démuni. C'est ça qui crée voilà, c'est ça, t'es démuni, c'est ça qui crée la peur. Après, du coup on en parlera après. Et du coup, toi, comment j'imagine... Je sais pas si t'as vraiment axé tes recherches, je dirais peut-être pas jusque-là, mais...
Moi, je n'ai pas axé mes recherches du tout, en fait. Comme d'habitude, moi, je vais improviser, voilà. Mais c'est ça qui est rigolo. Enfin, en tout cas, c'est plutôt que ce soit... j'ai lu, en fait, ce que tu avais noté. Du coup, on a quand même vu tous les deux sur les grandes idées dont on voulait parler. J'ai essayé de noter quand même quelques grands films d'horreur qui sont connus. Alors, j'ai pas trop fait de recherches. J'aurais peut-être dû faire des recherches sur les sagas d'horreur en fait qui sont présentes dans les jeux vidéo et au cinéma, celles qui étaient d'abord au cinéma et qui ont influencé sur les jeux vidéo, et vice versa, celles qui étaient d'abord dans les jeux vidéo et qui sont sorties au cinéma. Mais je pense qu'on va pouvoir. L'idée, c'est sur moins d'une heure là en débattre rapidement et proposer notre point de vue en mêlant nos deux univers. Avant de commencer, vraiment d'entrer dans le vif du sujet, je vais juste refaire une petite parenthèse. Je pense juste à 2 événements dans la pop culture qui sont sortis et auxquels on n'a pas vraiment collé. Il y avait le 4 mai, il y avait le Star Wars Day. Aussi, on a fait une publication pour le Star Wars Day, puisque du coup, c'était May the Force. Donc ça fait avec le jeu de mots May the Force be with you. Oui. Voilà, donc on a fait une petite publication sur les réseaux sociaux là-dessus. C'était le 8, 9 et 10 mai. Il y avait, en fait, c'était le 8, c'est le Gohan Day au Japon. Le 9, c'est le Goku Day. Et le 10, c'est le Goten D'accord, Day. je sais pas, tiens. Alors, de ce que j'ai compris, et j'espère que c'est bien ce que j'ai compris, sinon je vais me faire tuer pour les 3 personnes qui écoutent. Peut-être qu'il y en a une qui comprend le japonais. Mais Go, a priori, doit vouloir dire le mois de mai. Et Han doit vouloir dire 8. Ku doit dire 9. Et Ten, c'est 10 en anglais. Oui, je suis pas sûr de moi. Je te rejoins sur le coup. Donc voilà, donc c'était ces jours-là liés à Dragon Ball au Japon. On voit l'influence de Sangoku au Japon. Il a quand même 3 jours qui sont liés à Dragon Ball. Ça serait étonnant d'avoir un Astérix, le jour d'Astérix en France. Voilà. Et du coup, pour vous teaser un peu, on reparlera c'est un de nos sujets prévus, les œuvres d'Akira Toriyama. Et on en reparlera dans un des prochains talks. Et voilà, ma parenthèse est finie. Revenons à l'horreur. Quelque chose de plus sympa. Toujours plaisir. Que Dragon Ball. Voilà. Peut-être on va commencer par essayer de définir qu'est-ce que c'est que l'horreur, ou quels sont les types d'horreur aussi, peut-être un peu mélangés entre qu'est-ce que l'horreur, les différents genres de l'horreur et leur représentation dans nos 2 médias. Donc l'horreur, qu'est-ce que c'est ? Bonne question. Qu'est-ce que tu as trouvé, toi ? Comment tu définirais l'horreur ? L'horreur, déjà, c'est un sous-genre du fantastique. Parce que maintenant, le genre horrifique, c'est quelque chose qui est tellement développé qu'on pourrait penser... Enfin, c'est quelque chose qui se suffit à lui-même, et à la base, ça descend du fantastique. Donc, en fait, le fantastique, c'est un genre en fait, où il y a du surnaturel qui est inclus, qui est introduit dans l'histoire, mais qui n'est pas accepté dans le monde local. C'est-à-dire que c'est contrairement à la fantasy, où par exemple, dans Peter Pan, c'est tout à fait normal qu'il y ait la fée Clochette qui parle à Peter Pan. Oui, voilà. Qu'il y ait des elfes, des orques, tout le monde, ça gêne personne. Là, au contraire, c'est... C'est ça, par exemple, dans Seigneur des Anneaux, ça n'étonne personne qu'il y ait des orques ou ce genre de choses, quoi. Voilà, tout va bien. Alors que du coup, dans le fantastique... Là, ça va embête les gens qui aient des orques. Voilà, là, oui, là, tout de suite, oui. Du coup, il y a cette composante-là. Et du coup, dans l'horreur, c'est là où il se spécialise, c'est-à-dire que ce côté surnaturel, en fait, il est traité de manière plus ou moins, par exemple, malsaine, ou cruelle, ou horrible, ou encore apocalyptique aussi. Et du coup, ça introduit ces éléments-là surnaturels et leurs conséquences. Par exemple, sur l'être humain avec la folie, ou la schizophrénie, ou les morts sanglantes. Bon, effectivement, c'est pas Dragon Ball, là, on est sur du... encore une fois. Ouais, les morts sanglantes, il y en a eu quelques-unes, mais... Et... Est-ce que, du coup, on va avoir cette comparaison sur tout l'épisode entre Dragon Ball et l'horreur ? Je sens qu'au cas où, s'il y a des gens qui sont pas à l'aise sur les sentiers de l'horreur,
avoir l'image de Sangoku qui fait ok, tout va bien, c'est toujours sympa, on sait jamais. On sait jamais, comme parade psychologique, on sait jamais. Il y a ce côté horrifique du coup qui impacte beaucoup plus quand il naît du réel aussi. C'est-à-dire que quand tu as l'impression que tout est normal et qu'il y a quelque chose qui se passe en fait qui n'est pas normal, mais que comment dire, que par exemple ce soit dans dans une supérette ou dans des lieux identifiables, par exemple ouais, au supermarché ou dans un centre commercial ou même tes voisins ou là où tu sens qu'il y a quelque chose qui est pas normal, mais que en apparence tu peux t'identifier totalement toi. Oui, ce qui est bien en fait après et du coup quand on raconte des histoires, c'est que il y ait un ou plusieurs protagonistes principaux auxquels on peut s'identifier, ou un univers auquel on puisse s'identifier, et justement qu'il y ait ce décalage, ou en tout cas le doute de savoir qu'est-ce qui se passe. Souvent dans les différents films d'horreur, l'idée c'est d'insuffler du doute, de dire on sent quelque chose d'étrange, mais on ne sait pas quoi. On ne sait pas, est-ce qu'il y a... est-ce que c'est une personne est-ce qu'il n'y a rien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est une personne malsaine? Est-ce que c'est du coup un extraterrestre? Est-ce que c'est un monstre? Voilà. Et laisser ce doute-là, en fait, c'est ça. C'est l'idée aussi de laisser l'imagination du spectateur ou du joueur travailler seul. Et c'est généralement ça qui fait le plus peur. Quand ça arrive, après, du coup, les personnages, ils sont démunis de ça. C'est-à-dire que, par exemple, quand il y a un slasher, ou une sorte de serial killer qui arrive, les gens, ils sont démunis. Et du coup, ça met en avant les facettes les plus complexes ou sombres de l'être humain. Que ce soit au niveau de la représentation par exemple d'un slasher, ce qu'il représente lui dans la société, tout ça, ou même la façon dont les victimes réagissent, c'est-à-dire qu'il y en a, ils vont avoir des réactions totalement à l'opposé de ce qu'ils sont, on va dire, dans la vie normale, quoi. C'est-à-dire qu'ils pourraient être très sains, on va dire, normalement, mais avec cet événement-là, tout de suite, ils peuvent devenir fous, ils peuvent devenir arrivistes ou penser qu'à eux-mêmes, tout ça. Parfois, du coup, le problème vient pas spécialement, c'est ça, du serial killer, par exemple, qui est en train de tuer tout le monde, mais de ce qu'il y a à côté, c'est-à-dire comment les gens, par exemple, s'organisent pour survivre, etc. C'est un des thèmes dans The Last of Us où, par exemple, l'horreur, elle vient pas vraiment des claqueurs, c'est-à-dire en fait, c'est un champignon qui a muté, qui fait en sorte qu'il y a des zombies, des sortes de zombies. Mais tu sens que l'horreur, elle vient de comment la communauté humaine s'organise et que le vrai danger, il est par rapport à ceux qui sont restés humains, en fait. Voilà. C'est clairement le sujet, en fait, alors, je dirais 2 ou peut-être 3 grandes sagas, alors qui sont pas forcément cinématographiques, mais où il y a des déclinaisons en comics ou en série, ou alors de certains réalisateurs. En fait, quand ils traitent de l'horreur, ils mettent toujours une menace, une menace surnaturelle, ou principalement des zombies, en fait. Sur les films de zombies, sur les grands films de zombies ou les grandes histoires qui racontent des zombies, comme Walking Dead, ou comme les films de George Romero, ou les films de Carpenter. L'horreur, en fait, donc il y a une horreur tangible. Ce qu'on disait à un moment, c'est qu'il y a vraiment une représentation de l'horreur, c'est-à-dire il y a principalement là, c'est des zombies. Des zombies ou des marcheurs, des entités qui sont pas censées exister. Mais finalement, sur ce dont on se préoccupe vraiment, c'est les relations humaines. Donc c'est souvent en fait du coup le message que renvoient ces films d'horreur ou ces comics, ces histoires sur l'horreur. C'est une satire de la société. Et sur comment est-ce que dans cette situation-là, les gens vont interagir entre eux et finalement ils vont être bien plus horribles que les monstres c'est ça qui à qui fait l'extérieur. peur en fait, c'est ça qui fait ressortir tout le côté sombre et malsain et bizarre et qui fait peur du coup. C'est plus ce truc-là plutôt que
étrangement que des zombies qui ont envahi la ville, quoi. C'est... Bah oui, pour le coup, parce qu'en fait, les zombies, leur objectif est clair, quoi. C'est juste, ils ont faim. La plupart du temps, hein, c'est ça, quoi. C'est juste qu'ils ont faim, ils doivent manger et ils se baladent, voilà. En fait, ils se baladent juste et puis s'ils croisent quelqu'un qu'ils connaissent pas, ils essayent de le bouffer, quoi. C'est ça dans... C'est horrible, hein, je suis d'accord. Ouais, mais du coup, en tant qu'humain, tu te dis ça, à la limite, tu vois, tu peux... c'est à la limite, c'est comme un animal, en gros. Enfin, c'est... à la limite, ça, tu peux... Voilà, tu peux vite mettre un terme à ce problème, alors que tout de suite, quand c'est les relations entre humains, tout de suite, il y a des trucs beaucoup plus complexes, parce que tu t'y reconnais, tout ça, et bref, t'as plein de trucs. Ah oui, mais complètement. Enfin, c'est pour ça que que les séries comme Walking Dead ont fonctionné, parce que c'est juste une extension de l'idée des films de Romero et de ceux de Carpenter, qui là, eux, restent sur à chaque fois une durée de film d'1h30, 2 heures. Et à dire, en fait, si on suivait des gens et pendant longtemps. Ouais, d'accord, ouais. On a je sais plus lequel c'est où ils sont dans un centre commercial, un film de Romero où ils sont dans un centre commercial. Et en fait, ils sont tous enfermés dans un centre commercial. Et donc, différentes personnes. Et du coup, il y a les zombies qui arrivent, mais ce qui fait peur, en fait, après, c'est les relations humaines. Grosso modo, Walking Dead et plein d'autres après, du coup, qui ont suivi. C'est de dire, en fait, si au lieu de faire un film de 2 heures sur des gens dans un centre commercial, on faisait une série de plusieurs saisons et sur suivre ces gens-là. Même, et dans la BD Walking Dead, au bout d'un moment, de temps en temps, il y a des attaques de zombies, voilà, pour rappeler qu'ils sont là, et puis il y a des gens qui peuvent se faire bouffer, parce que pour rappeler que la menace est là. Mais clairement, les pires protagonistes, ceux qui font le plus d'horreur, c'est les humains, quoi. Il y a il y a des personnages qui sont complètement glaçants, largement que plus zombies, que... c'est exactement le même traitement dans The Last of Us, surtout la partie 2. Où du coup, du coup, tout ce qui est... parce que dans The Last of Us Partout, la menace zombie, en gros, c'est une sorte de champignon qui a plus ou moins muté et qui a décimé un truc, je sais plus si c'est un truc du style 70 ou 80% de la planète. Du coup, on est dans une atmosphère apocalyptique. Et du coup, il y a les humains qui doivent réapprendre à vivre tout ça, et tu sens que du coup il y a des communautés qui se créent, et tu sens qu'il y a des tensions permanentes, en fait, mais c'est vraiment entre humains. Après, je veux pas trop spoiler parce que c'est vraiment un très gros jeu, et pour ceux qui l'ont pas fait, ce serait vraiment dommage de spoiler. Mais en gros, tu sens que dans The Last of Us Partout, il y a Ellie, du coup, par rapport à ce qu'elle doit faire. En gros, tu sens que son humanité, elle explore des parties très sombres de son humanité. En gros, elle perd son humanité au fur et à mesure, et tu sens que parfois, pas elle devient un zombie, mais que ce qui la retient, ce qui la définit en tant qu'humain, en tant qu'humaine, ça tient qu'à un fil parfois. Et du coup, voilà, il y a ce genre de truc. Oui, voilà, c'est vrai que souvent, aussi, du coup, parce qu'on a dit, voilà, cette partie-là où la plus grosse horreur, en fait, c'est plus la relation avec les gens. Mais sinon, on a parlé au début qu'il y avait une représentation physique d'un monstre, ou de plusieurs, hein, si c'est des zombies, voilà. Mais ça peut être souvent, en fait, le symbole de ce que va devenir le personnage, ou les personnages principaux, quoi. Donc, ça reflète leur propre défaillance, leur propre faiblesse. Dans Silent Hill, plus ou moins, c'est Homecoming, je crois que c'est le dernier qui est sorti en 2008. Parce que du coup, le héros... Alors ça, je crois que c'est d'ailleurs une des caractéristiques des héros d'œuvres d'horreur, que ce soit dans les films ou dans les jeux, c'est-à-dire qu'ils ont très peu d'estime envers eux-mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, dans Silent Hill, Homecoming, je crois, alors, de mémoire, parce que c'est en fait, je crois que c'est un ancien militaire, un truc comme ça. En fait, il n'a pas réussi à sauver son
petit frère, je crois. Du coup, il y a ce côté... il s'en sent responsable et il a la... Comment on dit guilty en français? Je m'en rappelle plus. Voilà, il est coupable. Merci. La culpabilité, oui, voilà. Et du coup... Le syndrome Jean-Claude Van Damme. Ouais. Oui, c'est ça, oui, du coup. Non, mais du coup, voilà, il est coupable. Et du coup, en gros, il y a ce côté où il rentre dans le Silent Hill, en fait, en fait, c'est une sorte de purgatoire, le Silent Hill. Et du coup, après, il y a toute cette... En fait, le Silent Hill, en gros, c'est la représentation horrifique, mais de l'esprit humain et du personnage qu'on joue, en gros. Et de toutes ses erreurs et de tous ses péchés. Et je sais plus pourquoi je voulais en venir là. Pour dire que c'était la représentation que le méchant, en fait, c'était un miroir de du protagoniste principal. Ouais, voilà, des défaillances, des défaillances humaines et des défaillances du héros lui-même. Du coup, Silent Hill, je trouve que ça représente vachement ça parce que, en fait, tout ce qui est... tout ce que tu affrontes, en fait, c'est par rapport à tes propres peurs, par rapport aux propres peurs du héros, en fait. Après, c'est très bien représenté graphiquement, l'horreur est très bien représentée. Mais du coup, voilà, il y a ce côté-là, pour rejoindre ce que tu disais. Je sais pas si dans les films, il y a ce genre de choses. Bon, je sais qu'il y a un film Silent Hill, mais je l'ai pas vu. Moi non plus, j'ai pas vu tant de films que ça qui sont liés en fait aux jeux vidéo. Films d'horreur, après j'en ai pas vu non plus. Il y en a pas non plus. Si on nommait la série, la saga Resident Evil, je sais pas s'il y en a vraiment tant que ça. Alors, je suis pas sûr. Enfin, la saga Resident Evil, elle fait pas tant peur que ça au cinéma. Enfin, alors peut-être elle fait plus peur par sa mauvaise réalisation et voilà, et son mauvais traitement. Mais sinon, en termes d'horreur, oui, il y a des monstres, etc. Ça peut faire peur, mais c'est pas une œuvre majeure du cinéma d'horreur. Ouais. Voilà. Là, si on reprend si on parle des slashers, on est plus sur Halloween, qui a vieilli maintenant, mais fait quand même beaucoup plus peur. Ou l'Exorciste, clairement, du coup, dans l'Exorciste, pour reprendre ça, c'est que il y a un démon qui prend possession d'une petite fille, et clairement, en fait, là, la petite fille, elle devient, c'est un des personnages, même si le personnage principal, c'est l'exorciste, le mec qui va venir essayer d'exorciser la petite fille, cette petite fille, mais elle devient clairement il n'y a plus de différence entre elle et le démon. D'accord. Pour arriver justement à créer cette différence, à les sortir de là. Et du coup, voilà. Et après, non, vas-y aussi. Non, je disais sur les, parce que tu disais que du coup les personnages pouvaient avoir des mauvaises représentations d'eux-mêmes. Il y a aussi beaucoup dans les slashers, des femmes fortes en fait, qui du coup au départ paraissent faibles. Ah oui. Principalement paraissent faibles parce que c'est des femmes. Oui, ça paraît. Beaucoup de slashers ont été faits dans les années 70. Oui, c'est vrai. Donc elles paraissent au départ faibles parce que ce sont des femmes. Et finalement, c'est plutôt elles qui survivent. Ouais, c'est ça. Et tous les hommes se font tuer et les femmes survivent. Voilà. C'est typiquement l'exemple du coup, dans Halloween, dans Scream, qui reprend les codes des slashers, alors en les détournant un peu, mais qui les reprend. Il y a Alien. Oui, c'est ce que j'allais dire, Alien. Alien, au départ, quand on voit Ellen Ripley la première fois, elle vient de se réveiller de sa stase, elle vient de dormir, elle est en pyjama, alors que les autres ont l'air du coup, savoir ce qu'ils font, de tout gros, gérer. Voilà. Ouais. Ça, de gros badass de l'espace. Ouais. Et finalement, je pense qu'on peut spoiler Alien, il est sorti il y a 40 ans, quelque chose comme ça. Et finalement, il n'y a que elle et le chat qui survivent, quoi. Le chat, je ne me rappelle même plus du chat. Dans un jeu qui s'appelle Project Zero, où c'est une sorte de pastiche de Resident Evil, mais beaucoup plus axé pour le public japonais. En gros, c'est une sorte de... Ouais, c'est une jeune fille, mais en gros, elle va dans une sorte de... Alors, en français, c'est la traduction d'un manoir, mais en gros, c'est une sorte de... Comment on dit de... Alors, c'est pas un temple japonais, mais c'est un
un peu comme un dojo, mais une sorte, mais comme un domaine. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas, c'est les grandes maisons, japonaises, là, avec plusieurs Ouais, étages. c'est les grands domaines japonais où il peut y avoir les jardins, les japonaises. Comme il y a dans le film avec Bruce Lee. Oui, la tour, là, le jeu de la mort. Non. Ah, c'est pas dans le... Je vais arriver. Ah, Non, c'est dans celui où il se bat contre les Japonais et à la fin, il va dans un domaine, ce genre de truc, et où il se bat D'accord. contre un Européen. Je fais des énigmes, mais et les Européens, est-ce que ça serait pas... Ah zut, j'ai oublié. Ah, mais tu me fais perdre. c'est dans La Fureur de vivre, je crois. Je crois que c'est Ok. ça. La fureur de vaincre. Enfin, c'est Fist of Fury en anglais. La fureur de vaincre. Fureur de vaincre, merci. Fureur de vivre, c'est un autre film. Ouais, c'est ça. Mais voilà, donc dans La Fureur de vaincre, donc c'est ce genre de domaine-là. Ouais, je vois. Je sais pas si les gens qui nous écoutent voient, mais moi je vois, c'est déjà pas mal. Donc elle va dans ce genre de truc pour retrouver du coup son frère qui a disparu, donc enfin, qui est plus ou moins mort en fait, et du coup elle, Comme ça, plus ou elle moins. survit en fait. C'est-à-dire qu'en fait on sait pas s'il en est fait, mort ou au pas. début, voilà c'est ça, parce qu'en fait elle d'accord, va voilà. enquêter sur lui. D'accord, oui, on sait pas ce qui lui est arrivé, parce que... Voilà, mais du coup, Vraiment, c'est ce côté. Oui, voilà, on sait pas trop ce qui lui est arrivé, mais au début, c'est montré comme bon. On ne fait pas trop d'espoir non plus, quoi. Donc, enfin, voilà. Et du coup, ben voilà, on joue une femme forte, en fait. Du coup, pas spécialement forte qui sait porter des gros flingues, parce que son arme, ça reste quand même un appareil photo des années 40. Donc, bon. Voilà, mais voilà, il y a ce côté-là pour rejoindre ce que tu disais aussi, ou même dans Resident Evil. Hein, je voulais pas en arriver à Resident Evil parce que c'est vraiment la carte Joker. Hein, on pourrait faire un épisode. Enfin, moi, je pourrais juste parler de Resident Evil et citer aucune autre œuvre, hein, parce que c'est tellement puissant dans le domaine de l'horreur et dans l'impact de la pop culture que voilà. Mais il y a plein de femmes fortes, hein, dedans. Il y a Rebecca Chambers, il y a Jill Valentine, qui sont des membres du STARS, du coup, qui sont une sorte d'unité d'élite de la police, et du coup qui survivent, mine de rien, malgré qu'au début on pourrait penser qu'elles sont pas très fortes et tout, mais au final, on fait des trucs improbables et on survit, quoi. Donc voilà, pour rejoindre ton idée aussi de ça. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... Bon, on pourrait très bien enchaîner du coup avec les figures de l'horreur, parce qu'on a quand même un peu parti là-dessus avec les slashers. C'est ça, oui, on n'a pas vu toutes les figures de l'horreur. Donc les slashers, c'est plutôt, au cinéma en fait. C'est des films avec des tueurs en série, mais la figure du tueur en série, en fait, qui est intuable, quasiment immortel en fait, et qui revient tout le temps. Alors parce qu'il est joué par plusieurs personnages dans le film, ou juste parce que, en fait, il doit revenir tout le temps. Si on prend l'exemple du coup de Vendredi 13, après ça ne s'arrête plus, quoi. C'est-à-dire qu'au départ c'était plus ou moins lié à la réalité, après il va jusqu'en enfer, je les ai pas tous vus, mais il ne meurt jamais, quoi. Voilà. Et Oui. si on prend l'exemple de la saga Freddy, Freddy en fait est déjà mort, donc du coup on peut pas le... Mais c'est dans les rêves, non? Voilà, il intervient dans les rêves, donc en fait tu peux pas le tuer, quoi. Donc après, il y a des moyens de l'arrêter, mais dans tous les cas, il reviendra toujours parce qu'ils feront toujours des nouveaux épisodes. Mais là ça fait longtemps qu'ils en ont plus fait, non? Ça fait longtemps, ouais, parce que ils avaient tenté un remake dans les années 2010, et ça n'avait pas fonctionné. Donc du coup, là, ils ont pas refait de truc après, en tout cas pas à ma connaissance. Okay. Ouais. Donc là, c'est les figures de slasher. Alors, je sais pas s'il y a trop est-ce que ce genre slasher existe dans les jeux vidéo, avec un mec en fait qui te poursuit inlassablement, et en fait grosso modo la caricature, c'est le mec qui marche tout doucement, et quand tu cours, les personnages courent comme des malades, prennent des voitures, etc., et le mec est toujours là alors qu'on a l'impression qu'il marche à 2 à l'heure.
Ouais, c'est le concept d'un des jeux, enfin, je crois que c'est une trilogie qui s'appelle Clock Tower. Dans le premier épisode, je crois que c'est sur Super NES, mais en gros, tu te fais poursuivre. En fait, alors, j'y ai pas joué, mais je me rappelle je sais plus si on joue une fille ou 4 jeunes filles, encore une fois. Mais en gros, tu te fais poursuivre par un. Alors, ils appellent ça The Scissor Man, donc l'homme ciseau. En gros, il te poursuit. En fait, il a une paire de ciseaux géantes et il te poursuit. Alors, dans le premier épisode, c'est un enfant de 9 ans défiguré. Ok. Voilà, on est Dragon Ball, Sangoku. Ok. Rappelez-vous, une petite pause de Dragon Ball Sangoku. Mais voilà, du coup, en fait, il est invincible et il te poursuit pendant tout le jeu. Et toi, après, du coup, tu dois essayer de t'enfuir de là où t'es. Du coup, en résolvant des énigmes, on reviendra là-dessus, mais c'est une des mécaniques des puzzle games où tu dois faire des énigmes qui, en apparence, sont très simples et tout, mais vu qu'il y a cette composante survival horror avec ce slasher, du coup, The Scissor Man, du coup, là, t'es sous tension. Et du coup, il y a lui. Après, il y a alors, je l'ai mis parce que j'aime beaucoup ce jeu, mais alors, ça représente un peu un slasher, mais c'est pas vraiment. C'est le Dahaka dans Prince of Persia. Parce que du coup, il est invincible. Enfin, sauf si tu arrives à la vraie fin du jeu où tu peux te battre contre lui. Mais, et que tu dois obtenir un certain item pour le battre. Mais en fait, les seules fois où tu le vois, en fait, c'est une des phases de poursuite, en fait. Où tu dois. En fait, il te poursuit vu que tu as fait des trucs pas très bien dans le premier. Du coup, il est là encore une fois. C'est une représentation de la société, mais là, plus de l'ordre de la vie, on va dire, où tu dois pas jouer avec le temps. Tu peux pas. Le temps, tu peux pas revenir dans le temps pour sauver ceux que t'aimes ou corriger tes erreurs, enfin, ce genre de choses. Du coup, le Dahaka, ça représente un peu ça. Et du coup, il est invincible, en fait. Du coup, c'est aussi, ça représente un peu un slasher, même si c'est pas un personnage qui a une cagoule avec un couteau et qui. Oui. Voilà, Après, ça mélange aussi avec des représentations surnaturelles. Voilà. Ça peut être notre transition aussi en disant qu'il y a des représentations. Enfin, moi, j'ai fait le parallèle aussi avec comment il s'appelle, Jason Voorhees, je crois, c'est son nom, de Vendredi 13. Ouais. Ça en devient surnaturel. C'est-à-dire qu'ils ont des pouvoirs, voilà. Et donc, il y a aussi dans l'horreur ces représentations de personnes, enfin d'entités divines ou d'entités avec des pouvoirs spéciaux, de monstres, voilà, ça peut être le diable, Satan, quand c'est tourné de manière religieuse, Oui. Ouais, qui sont là et qui sont soit représentés, soit sous-entendus. Et encore une fois, le sous-entendu fonctionne bien, quoi. Parce que ça laisse l'imagination du spectateur pour le cinéma, et c'est la même chose pour les jeux vidéo, hein. J'ai pas joué moi à énormément de jeux vidéo d'horreur. Je me rappelle même pas avoir fini Resident Evil, donc le premier, et j'avais commencé tu en as parlé tout à l'heure, le jeu où on est dans l'espace, là, on dirait Alien. Dead Space. Dead Space, voilà. Non. C'est ça. Et... J'en ai pas parlé tout à l'heure. Mais... pardon, mais Dead Space, le début de Dead Space, on est tout seul dans un vaisseau, il y a des bruits de malades, on sent qu'il s'est passé un truc, et on a un pauvre cutter laser. C'est ça. Et voilà. Et la première fois que j'y ai joué, je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée de jouer à ce jeu à 23h. Quelle bonne idée. Oui. Voilà. Ouais, non, c'est vrai que du coup, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il fait partie de le corpus de jeux que j'aurais dû faire, mais j'ai pas eu le temps non plus de tout faire. Mais Dead Space, oui, c'est clairement il y a l'influence alien, hein, on va pas se le cacher. Ah oui, Enfin, même dans les monstres, la représentation des monstres et tout. Mais du coup, ça mêle même du coup l'horreur d'ambiance, on va dire, où t'es dans un vaisseau, tu sais pas trop ce qui se passe, tout ça. Puis après, t'as aussi ce côté un peu glauque et gore surtout, parce que du coup, les ennemis, tu les coupes avec ton cutter laser, du coup, il y a plein de sang d'extraterrestres qui sortent de partout. Du coup, c'est vrai, t'as vraiment ce côté horrifique. Et dans le 2, parce que c'est une trilogie, surtout dans le 2,
je sais plus comment il s'appelle, Isaac quelque chose. En fait, il a un petit peu les séquelles psychologiques du fait qu'il soit resté tout seul dans un vaisseau et qu'il a dû survivre contre Sans des blague. aliens. Du coup, dans le 2, il y a ce côté. Non, voilà. ça me... Mais du coup, dans ce côté, dans le 2, en fait, c'est beaucoup plus basé sur l'horreur psychologique. Du coup, il y a cette facette-là aussi. Alors, par exemple, dans le 3, c'est beaucoup plus axé action. Parce qu'ils commençaient à un peu à vouloir se délier de la série. Du coup, ils se sont dit, bon, je vais te faire un jeu d'action un peu dans la neige, ils seront contents. Du coup, voilà. Mais dans le 1 et dans le 2, là, le traitement horrifique est beaucoup plus important et travaillé. Du coup, on peut peut-être s'en servir là pour aborder aussi le contexte. Ouais, parce que là, on a parlé des figures, on n'a pas parlé de toutes les figures, mais le temps avance vite et si on veut faire moins d'1 heure, on est déjà à 40 minutes 40 à peu près. minutes, ouais, plus ou moins. Il y a aussi beaucoup, dans les films et dans les jeux, l'ambiance. C'est pas que les problèmes entre les personnages. C'est un tout en fait pour vraiment faire un bon film d'horreur ou un bon jeu vidéo d'horreur. Je pense que c'est la même chose. Il y a les personnages, il y a le méchant. D'accord ? Qu'est-ce qui va être le méchant ? Est-ce que ça va être plusieurs personnes ? Voilà. Ouais. Mais il y a l'ambiance. Voilà. Ouais, voilà. Le lieu en fait où c'est ça, le lieu où, ce que je disais au début, c'est que souvent il fait nuit, hein, parce que quand la nuit ou le noir, ou la nuit, le noir de l'espace par exemple aussi, puisque on a parlé pas mal de films dans l'espace. Ouais. Ça a tendance à faire peur parce que c'est le vide, c'est l'inconnu. On ne sait pas ce qui se passe la nuit, n'importe quel bruit. On ne sait pas ce que ça peut être. Quoi. Ça peut être un bruit anodin, mais en même temps, ça peut être un monstre qui s'approche. Donc il y a ce travail-là. Il y a ce travail après aussi beaucoup sur les musiques. Des musiques lancinantes qui sont là et au niveau des musiques et surtout par exemple au niveau... dans les jeux, ça se... je sais pas si ça se remarque beaucoup plus, mais tu sens qu'il y a un travail qui est fait dessus sur le sound design des ennemis, par exemple. Ça, c'était surtout... quoique ça... ça se voit aussi un peu maintenant, mais dans les premiers Resident Evil, en fait, où il y avait ce côté où tu entendais les zombies, même dans tous, en fait, où tu entends les zombies ou les armes qu'ils utilisent, et en fait, tu sens que ça te crée une peur, en fait, alors que tu l'as même pas vu, tu entends juste le son de l'ennemi, et tu l'identifies, tu sais tout de suite, tu sens que ça te fait peur et que tu vas être démuni par rapport à cet ennemi, alors que tu l'as même pas encore vu, et il est juste représenté avec, par exemple, le son de sa tronçonneuse dans Resident Evil 4. Voilà, oui, c'est ça. Avec le docteur Salvador, où dès que tu entends la tronçonneuse, tu te dis « Oh, punaise ». Je pense qu'un des exemples les plus connus et en termes de cinéma, c'est Les Dents de la Mer, avec juste le bruit, la petite musique pour le requin. Les petites notes. Rien, on voit très peu le requin. Alors, pour la petite histoire, c'est surtout parce qu'il y avait des problèmes mécaniques avec le requin et il n'appréciait pas des masses l'eau salée. La figurine, l'animatronique du requin, voilà. Mais ce qui au final a donné, un film où du coup c'est beaucoup suggéré, donc il y a beaucoup on laisse beaucoup travailler l'imagination et il y a cette note là. Et au bout d'un moment, en fait, inconsciemment, tu te rends compte que quand il y a cette note là, le requin va surgir quelque part et va buter quelqu'un. D'accord, ok. Et même Spielberg, du coup, joue complètement avec le spectateur. C'est-à-dire qu'il y a une fois dans le film où on entend la musique, on se dit il va se passer un truc, on est apeuré, on se dit oh là, mais où ça va venir, etc. Parce que les gens sont sur le qui-vive, sur la plage, il va se passer un truc. Il y a la musique et il n'y a pas le requin qui arrive. Pas de suite en fait. Il arrive un peu plus tard parce que quand même il arrive, mais il n'arrive pas en synchro avec la musique. Et du coup, c'est encore pire parce que tu dis là, il va se passer quelque chose. On ne sait pas où c'est. T'es préparé, inconsciemment, t'es préparé à ce qu'il arrive un truc. Et après, ça te reprend par surprise.
Donc voilà, l'ambiance l'ambiance et l'ambiance sonore, l'ambiance visuelle est ultra importante. Il y a quand même certains films, et je sais pas trop sur les jeux vidéo, il me semble que ce que tu as dit tout à l'heure là, sur Dead Space, où ils étaient dans la neige après. Mais il y a Shining, donc, du coup, qui est aussi un grand classique de l'horreur. oui. Alors sur plusieurs niveaux, parce qu'il y a une horreur psychologique de ce gars, déjà parce que c'est joué par Jack Nicholson, donc Jack Nicholson, quand il veut te faire peur, voilà, Oui, ça se pose là. même dans un film qui n'est pas d'horreur. il te regarde. Voilà, même dans un film qui faisait pas d'horreur, il peut te faire peur. Et donc après toute l'horreur psychologique et le travail psychologique sur ce gars qui est enfermé et qui devient complètement fou. Mais je voulais surtout parler d'une des scènes de fin. C'est la poursuite dans le labyrinthe de neige. Exact. Ouais. Donc c'est-à-dire que du coup, donc effectivement il fait nuit, mais là le labyrinthe, on est dans le labyrinthe, il est éclairé, et donc tout est blanc. Ah oui. Et c'était justement une volonté de Kubrick, de prendre le spectateur à contre-pied là, en disant d'habitude c'est la nuit, etc. On a peur, hein, mais là au contraire tout est blanc, et c'est pareil. Enfin, on ne sait pas d'où ça va venir, on ne sait pas, c'est assez horrible. Ah oui. Ah, du coup, tu veux parler des lieux de jour. Alors c'est pour montrer que, enfin, même. Ouais, que du coup, ils jouent avec les codes, en fait. Ils peuvent jouer avec les codes. Classiques. Et c'est ça qui crée la surprise, en fait. Voilà, qui crée la surprise. Quand je reprends si on pense par exemple aux Oiseaux d'Hitchcock, oui. Du coup, qui est un film d'horreur aussi. Mais avant que l'horreur arrive, dans le film, c'est ultra long. Alors ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais c'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, j'avais oublié que j'allais être en train de voir un film qui allait me faire peur. C'est-à-dire qu'il se passe des choses, on voit des oiseaux de temps en temps, et en fait, on suit les aventures des personnages là. Mais j'avais, au bout d'un moment, en fait, j'étais pris dans l'histoire. Je dis, tiens, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et puis on voit qu'il y a un peu des oiseaux qui sont là, mais où il se passe pas grand-chose. Et d'un coup, il y a une attaque d'oiseaux, et après ça déroule, et ça fait et ça s'enchaîne, et c'est de plus en plus. D'un coup, tu bascules dans l'horreur. Mais c'est ça aussi qui fait, c'est ce qu'on a dit un peu au début, c'est que l'idée aussi de l'horreur, c'est le contraste entre la vie réelle et quand tu expliquais sur les monstres, enfin, d'où venait l'horreur en termes de genre au départ, c'était le contraste entre la vie réelle et des choses qui du coup sont surnaturelles ou qui sont pas censées arriver. Et que l'esprit humain n'accepte pas spécialement. Voilà, l'esprit humain n'accepte pas d'un coup te faire attaquer par des oiseaux sans raison. C'est super flippant. Du coup, parce que là, c'est vrai qu'on est quand même à 3 quarts d'heure, mine de rien, ça passe vite. Oui, oui. C'est ça. On parle de peur. Comment ça se traduit dans le jeu vidéo au niveau in-game, mais même dans le cinéma, comment... quoi que tu diras, on a déjà un peu commencé, du coup, avec l'ambiance... on a fait une belle transition. On a un peu parlé... ça, comment ça se traduit, en fait, c'est un peu finalement tout ce qu'on a dit, soit parce qu'il y a une figure physique, qui soit réelle ou irréelle, qui va être l'horreur, soit par rapport à l'ambiance, soit l'ambiance sonore, soit à l'ambiance quand tu arrives dans des villes dévastées, des choses comme ça, voilà, du monde post-apocalyptique. Voilà, on n'est pas sûr, c'est pas Ma famille d'abord. Oui, du coup, oui. Pour refaire cette... Et après, voilà, ça va être aussi les interactions entre les personnages qui vont... Et après, il y a aussi des choses très basiques. Ça va être de l'horreur gore, où c'est des gens qui se font découper, ou des gens qui se font manger. Ça, c'est de l'horreur visuelle. Soit il va y avoir des choses qui sont suggérées, sous-entendues, et ça va laisser travailler l'imagination. On en a parlé, Alien, Les Dents de la Mer, où en fait c'est le pire, en fait, c'est que c'est ton imagination qui travaille en te demandant ce qui se passe, voilà. Ou alors après il y a l'autre version, et c'est-à-dire en fait on va faire de l'horreur et on va tout montrer à l'écran, et vous allez en prendre
plein la gueule pendant 1h30, pendant 2 heures, voilà. Plein les mirettes. Et il y a ça s'appelle, enfin, du coup, le horror porn. Non, c'est vraiment dire, on va mettre l'horreur pour dire, regardez, c'est joli de faire des trucs horribles. Ah oui, d'accord, ouais. Avec des, voilà. Ce qui est encore pire, après, c'est d'arriver à laisser sous-entendre que ce qui se passe est vrai, que ça pourrait vraiment arriver. Parce qu'on a dit aussi qu'il y avait des choses qui étaient sur l'ordre du surnaturel, etc. Donc ça fait peur, mais on peut arriver plus ou moins. Oui, comme on disait au début, que c'est des choses auxquelles on peut s'identifier dans la vie réelle. Si on reparle, alors juste, je vais pas réussir à retrouver le nom. Le film que t'aimes bien. Non, celui-là j'aime bien aussi. Où ils sont dans la jungle et il y a des gens qui mangent tout le monde là. Cannibal Holocaust. Cannibal Holocaust. J'aime le film. Ouais. Voilà. On va faire passer pour un. Non, c'est pas non plus. Non mais je dis que c'est maintenant, ça serait plus possible. Je crois qu'ils ont fait faire ça pour ça. Ils ont fait un remake, mais je sais pas ce que ça vaut. Mais enfin, du coup, ce film. Alors en plus, quand il est sorti, il y a vraiment eu des doutes sur le fait que ce qui s'est passé était vrai, quoi. Alors il y a des choses qui sont vraies, hein, ils maltraitent vraiment des animaux. Enfin, ils tuent des animaux pendant le film. Ça, parce que, voilà. Et ça, ils le montrent à l'écran en direct. Voilà, et c'est horrible. Oui, voilà. Ça, oui. Donc, c'est après, ça, en fait. Je pense pas qu'ils aient quand même. Enfin, il y a une scène avec un pieu et une sorte d'autochtone. Mais ils ont dû. En fait, c'était tellement bien fait et la com était tellement bien faite qu'à un moment, le réalisateur quand même a dû prouver avec les acteurs, à dire non, mais regardez, les gens sont encore vivants. Ça s'est pas vraiment passé, c'était un film, c'est tout. Il y a des choses qui sont vraies sur les animaux, ok, mais on n'a pas vraiment tué des gens. Désolé, c'était un film. Ouais, mais c'est ça qui fait encore plus peur, en fait, aussi. Cette partie-là qui fait très peur. Dire ça pourrait arriver, quoi. Autant te faire poursuivre par un mec avec une cagoule qui meurt jamais avec un couteau. Raisonner, te dire, bon, voilà. Très peu de chances que ça m'arrive, quoi, en vrai. Voilà, peu de chance. Te faire poursuivre dans l'espace par un xénomorphe, il y a aussi très peu de chance. Oui. Même sur Terre, par un xénomorphe, il y a quand même peu de chance. Donc le xénomorphe, c'est la créature qu'il y a dans Alien, hein, au cas où. Oui. Donc il y a quand même très très peu de chance. Par contre, te faire kidnapper et torturer quand tu pars en voyage, comme... j'arrive pas à retrouver les noms, il y a toute une trilogie là-dessus. Hostel. J'ai jamais vu. Où les gens se font... des jeunes en fait qui vont dans des hostels, là, des auberges de jeunesse, se font kidnapper et torturer parce qu'il y a des gens qui payent pour torturer des personnes. D'accord. Je dis, ça c'est crédible. Ça c'est plausible. Voilà, ça pourrait arriver. Voilà. Donc, enfin, moi c'est clair. Après ce film, quand je suis sorti de ce film, un truc je me dis, je n'irai jamais en Roumanie. C'est mort. J'ai trop peur maintenant. Alors que ça a l'air joli, hein, comme pays. Mais ça m'a fait trop peur sur ça, et parce que tu te dis en fait c'est possible. Et c'est ça qui fait, c'est quand même peu probable, hein, en termes de statistiques, t'as quand même peu de chances que ça t'arrive. Mais du coup, ça... mais tu dis, ça pourrait arriver, il pourrait y avoir des trucs où les gens... et encore une fois, là, ce qui est horrible, c'est que c'est possible et que c'est fait par des humains. Oui, voilà, c'est ça, oui. On revient sur ça, en fait, on reboucle avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que on revient avec le fait que... la société peut engendrer des gens qui font ça. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui. Ouais, et en fait, les gens sont conscients que il y a des gens très gentils. Il y a voilà, c'est ça, oui. Voilà, qui est très gentil, tout gentil. Qui n'est pas humain. Mais voilà, mais bon, voilà, il est très gentil. Il y a les gens de la famille d'abord aussi qui sont très gentils, tout va bien. Voilà. Ou si on veut aller plus loin, il y a les gens de la fête à la maison. Voilà, tout le monde est gentil, il ne se passe jamais rien de très c'est très le niveau méchant. ultime de gentillesse. On aurait dû dire ça au début en termes de boucle psychologique. C'est ça. Mais je pense que ça va être notre nouveau point de... Quand on dit des trucs un peu trop durs, hop, on refera un point la fête à la maison, ou la fête à la maison 20 ans après. Comme vous l'avez compris, on aime beaucoup cette série, surtout la fête à la maison 20 ans après, qu'on a vu il n'y a pas très longtemps. Ouais. Et il ne se passe jamais rien de méchant. Non, Voilà, il y a les épisodes, à la fin, tout le monde est tout content, quoi qu'il se passe.
Voilà. Au pire, va t'es bien, un peu tout le triste temps. en fait pendant l'épisode. Mais après. Voilà. Mais à la fin, c'est résolu. Ou au pire de chez pire, c'est résolu dans l'épisode d'après. Voilà, c'est ça. Au pire, il y a un épisode double. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est une série. Du coup, quand vous avez vu, à la rigueur, vous faites un petit mix, vous regardez L'Exorciste, et hop, après un petit épisode de La Fête à la maison. Voilà, oui. Et ça fait Mais redescendre. du coup, quand même, pour revenir à l'horreur, Oui. on revient. Parce que du coup, en jeu, il y a quand même des choses qui sont, je pense, typiques dans le jeu vidéo. Comment l'horreur, comment ils essaient de faire surgir l'horreur. Alors ça, c'est par exemple, enfin, ça marche surtout dans les, on va dire dans les survival horror un peu classiques, où il y a beaucoup moins de composantes action. Mais par exemple, il y a du coup cette peur constante de la mort, où il y a toujours un ennemi qui rôde. Par exemple, par exemple, dans Resident Evil 3, où tu as le tyran, donc, qui est une sorte d'arme biologique, enfin plutôt une expérience ratée, mais qui est une sorte d'arme biologique, du coup qui en a après Jill. Et qu'on voit aussi dans Resident Evil 0, on en voit un prototype, et du coup qui est une sorte de monstre ultra puissant. On peut pas le tuer, je crois, sauf à la fin, il me semble. Ou du moins il a beaucoup de vie et il est très très fort. Du coup il y a ce côté danger où du coup voilà, t'es démuni face au danger. Et du coup en fait, où ça marche aussi par exemple dans la première fois que tu fais un Resident Evil, parce qu'après t'es beaucoup moins surpris par l'horreur, ou même dans les jeux survival horror, c'est un peu leur limite aussi, c'est-à-dire qu'une fois que tu as fait le jeu, après tu es beaucoup moins surpris, mais du coup quand tu es un peu surpris par ce qui se passe, en fait tu as ton cerveau reptilien qui rentre en jeu, donc c'est le cerveau des sensations, du coup qui prend le dessus, et du coup tu sais pas trop quoi faire, et du coup tu as cette peur qui arrive, et ça marche, ça m'est arrivé dans Dark Souls, donc qui sont des jeux, je pense que c'est des jeux assez, je pense que beaucoup de gens connaissent Dark Souls. Mais en gros, c'est des jeux où tu as la composante du coup, de mort qui est tout le temps présente, où mourir fait partie de l'expérience. Mais vraiment, tu as des ennemis qui s'appellent les Black Knights. Alors, je pense pas que ce soit les ennemis en vrai très forts pour ceux qui ont fait, Dark Souls, qui les font souvent. Mais c'est des ennemis en fait, où tu es tellement démuni. En fait, c'est-à-dire que toi, t'es pas fort en fait. Et les ennemis, ils te tuent en un coup. Du coup, ta seule solution, en fait, c'est de fuir. Et du coup, en fait, t'as pas de musique dans Dark Souls. Enfin, sauf pendant les boss, mais quand tu joues, t'as pas de musique. Et en fait, t'entends les pas du Black Knight qui te poursuit, et t'entends en même temps... moi, j'avais un chevalier, du coup, t'entendais ton armure. Du coup, t'essaies de faire en sorte de faire abstraction des sons de ton armure pour essayer d'entendre les pas. Et du coup, tu sens que les pas se rapprochent. Et du coup, tu as ce côté horreur, tu te dis, mais en fait, je suis dans un jeu d'horreur, alors qu'en apparence, pas du tout. Et du coup, tu as ce côté-là, en plus, il court plus vite que toi. Et par contre, il ne monte pas aux échelles. Et du coup, voilà, tu as ce côté quand même où l'horreur, mine de rien, elle peut apparaître sous des formes improbables. Oui, parce que... Et je pense qu'on peut peut-être finir là-dessus. C'est que là, on a parlé principalement en fait des films et des jeux où l'horreur c'était le sujet principal. Le but du jeu et du film, c'était qu'il y ait de l'horreur. Voilà. Mais il y a plein de films en fait où il y a juste une ou deux scènes où c'est des scènes d'horreur. Et alors de différents types d'horreur, hein, soit tout ce dont on a parlé, hein, soit vraiment parce qu'il se passe des choses horribles pour quelqu'un ou pour un animal à ce moment-là, que ce soit horrible parce que c'est des choses qui pourraient exister, ou alors parce qu'à un moment il y a un truc un peu surnaturel qui arrive parce qu'on est dans un univers qui le permet ou pas en fait, comme au début des fois ça le permet pas, mais et du coup il y a un truc surnaturel qui se produit, mais voilà, ça va être juste un élément des fois dans le film ou dans le jeu qui peut être du coup de l'horreur, mais l'objectif et le thème général, c'est pas un film d'horreur, c'est pas un jeu sur l'horreur. Mais ça, on en a pas vraiment parlé.
Mais peut-être qu'on se gardera ça pour continuer ce sujet sur l'horreur sur une autre fois, Oui, parce qui que là, quand on est même, déjà quasiment, nous, à 1 heure de notre enregistrement. Alors après, il va sûrement y avoir des coupes, etc. Mais peut-être pas tant que ça. Donc on doit déjà être 1 heure sur l'émission. Donc je pense qu'il faut conclure cette émission et en laissant justement une porte ouverte pour revenir sur le sujet de l'horreur et peut-être en vous posant aussi vous des questions, vous qui nous écoutez, quels sont les films, les jeux qui vous ont marqué, ou est-ce qu'il y a d'autres sujets, sur l'horreur, en fait, de manière générale, dont vous voudriez qu'on discute. N'hésitez pas à en parler sur nos réseaux sociaux. Du coup, est-ce qu'on passe aux recommandations ou est-ce que... Oui, on peut passer aux recommandations et je vais te laisser commencer la recommandation, comme ça je pourrai réfléchir à une recommandation pendant ce temps. Parce que c'est bien préparé, moi j'ai bien préparé mon émission comme d'habitude. Alors c'est vrai que j'ai pas spécialement de recommandations. Bon Merci. À bientôt. Non, mais si, il y a du coup, pour rester dans l'horreur, parce que s'il y a des gens qui... Bon, ça m'étonnerait, mais après, il y en a qui sont réticents aux jeux d'horreur ou survival horror. Mais j'ai envie quand même de recommander la saga Evil Within, donc qui est une saga qui a été développée par... je me rappelle plus le nom, je crois que c'est Tango Gameworks, un truc comme ça. Je crois que c'est ça. En fait, c'est le studio qui a créé Shinji Mikami après avoir quitté Capcom. Shinji Mikami, c'est celui qui est à l'origine de la saga Resident Evil. Et après, il a quitté Capcom. Et du coup, il a monté sa propre équipe. Et il est resté dans l'horreur parce que c'est vraiment un des maîtres de l'horreur vidéoludique. C'est un peu le John Carpenter du jeu vidéo. Enfin, c'est pas du tout le même genre, mais si on devait comparer, on va dire, de manière absurde, on pourrait dire, voilà, Shinji Mikami, voilà, il est dans ce domaine-là. Et du coup, il a créé une saga. Il n'y a que 2 jeux pour l'instant. Là, il est sur un troisième... il est sur un autre jeu, mais ça va pas être les Evil Within, mais du coup, il y a Evil Within 1 et 2. Et du coup, c'est des jeux d'horreur un peu action, mais on est vraiment dans... on est vraiment dans de l'horreur. Je ne saurais pas comment vraiment expliquer, sans trop spoiler. Mais en gros, on joue je crois que c'est un policier qui s'appelle Sébastien Castellanos et il doit enquêter sur une série de meurtres, un truc comme ça, il me semble. Et après, par rapport à des événements, on se retrouve dans une sorte de village. Bon, c'est pas Resident Evil village, mais en gros, il se passe plein de trucs. Je veux pas trop spoiler parce que pour ceux qui n'ont pas fait, mais tu sens que l'horreur, elle est maîtrisée de bout en bout et voilà. Shinji Mikami, c'est un esprit malade, hein, c'est caché. Mais voilà, on est vraiment dans ce... Voilà, donc pour ceux qui ont envie de faire une saga un peu horrifique, il n'y a que 2 jeux, mais... Donc il y a le premier qui est assez old school, on va dire, dans ses mécaniques, et le 2 qui est un peu plus axé action, par contre. Donc il est peut-être plus accessible. Mais après, pour l'ambiance et tout, que ce soit le 1 ou le 2, il y a vraiment des choses vraiment dérangeantes, et la manière dont c'est fait et tout. Donc voilà, Evil Within. Pour rester là pour une fois, je reste dans une recommandation dans le thème de l'émission. D'accord. Alors moi, je vais rester à moitié. En fait, je réfléchissais et je me suis dit que je vous recommanderais bien Invincible. Je ne sais pas si j'en ai parlé, j'essaie de regarder, mais je ne crois pas que j'en ai déjà parlé. Donc Invincible, donc là, je voulais plutôt parler de la série télé. Ouais, il y a une série qui est sortie sur Prime Video. Et qui est issu en fait du comics Invincible, donc qui est écrit par Robert Kirkman. Et Robert Kirkman, du coup, c'est l'auteur notamment de Walking Dead. On reste un peu dans le thème, effectivement. Donc, voilà. On reste un peu dans le thème parce que, sachant que Invincible, donc là, le but c'est parce que
la série télé peut être une bonne porte d'entrée pour regarder pour lire le comics. Le comics, de mémoire, il y a 25 tomes. Sur, en tout cas, en anglais, il y a 25 tomes. Je pense qu'en français, ça doit être pareil. L'idée, c'est que, en fait, on parle de qu'est-ce qui se passerait. On suit un peu les aventures comme si c'était le fils de Superman. Et qu'est-ce qui se passerait si on suivait les aventures du fils de Superman et que le personnage principal, du coup, son père, c'est l'équivalent du Superman, donc le mec quasiment invincible. Et lui, le personnage, en fait, va devenir ce super-héros qui s'appelle Invincible. Et après, comme d'habitude chez Kirkman, ça c'est l'idée de début, parce que c'est pas vraiment un comics, donc une série télé une série animée télé classique sur les super-héros. Le but, c'est de déconstruire en fait tout ce qu'on sait sur les super-héros, déconstruire la manière de faire ça. Donc je peux pas trop vous en parler parce que je veux pas justement vous spoiler et gâcher justement tout ça, mais si vous connaissez le travail de Kirkman, notamment sur Walking Dead, vous savez que vous pensez qu'on va partir dans une direction et puis vous partez dans la direction opposée et vous ne l'aviez pas vu venir. Et donc là, c'est vraiment ça, quoi. Le départ, c'est on est dans un monde où on suit donc Omni-Man. En fait, c'est celui qui correspond au Superman qu'on connaît. D'accord, ok. Et on suit son fils, en fait, donc en tant que super-héros qui s'appelle Invincible. Et puis ça part dans tous les sens. Et c'est très violent. C'est-à-dire que c'est du 16 ans plus 18 peut-être, je sais pas, au moins 16 ans à regarder quand on voit la série télé. Alors l'animation est pas extraordinaire. On sent qu'ils n'ont pas mis tout l'argent dans l'animation. Sur certaines scènes, oui, sur certains épisodes. Voilà. L'argent, ils l'ont mis dans le casting vocal. Voilà, en tout cas, le casting vocal américain. Oh, c'est des personnes... Ouais, c'est plein d'acteurs connus, voilà, dont J.K. Simmons. J.K. Simmons, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui... Alors, il joue dans Whiplash. Il joue... c'est celui qui joue Jonah Jameson. C'est celui qui joue Jonah Jameson dans la trilogie de Sam Raimi. Voilà. Donc en fait, pour moi, c'est-à-dire que tout film avec J.K. Simmons est meilleur qu'un film sans J.K. Simmons. D'accord. De base, quand il est là, je sais que le film va être bon, que lui va jouer extraordinairement bien, quoi qu'il se passe. Donc là, il joue du coup Omni-Man, enfin il prête sa voix à Omni-Man, et il le fait très bien. Et donc voilà, donc c'est très très gore en fait, parce que on part sur l'idée que quand il y a des super-héros qui ont des pouvoirs équivalents à ceux de Superman, qui se battent avec des monstres et qui les gens se tapent dessus, quand ils ont ce genre de pouvoir, ça saigne, ça détruit des immeubles. Ouais, tout de suite. Et s'il y a des gens qui sont autour, on n'épargne pas le truc, ce qui se fait d'habitude dans les... chez Marvel ou ce genre de choses. Voilà, il y a peu de victimes de dommages collatéraux. Enfin, des fois, il y a des immeubles, etc., mais on voit pas des gens... là, s'ils se battent dans la rue, il y a les gens aux alentours, les gens, ils vont exploser, quoi. Ouais, les gens vont être coupés en deux. Ils vont, s'il y a un immeuble qui tombe, tu vas voir que les gens ils vont mourir dans l'immeuble. D'accord, ok. Voilà. Et ils vont se faire... on voit des gens qui sont coupés en deux, on voit des crânes qui explosent, du sang qui gicle partout. Donc voilà, on reste dans le thème. C'est pas le but principal, ce que je disais tout à l'heure. C'est pas le but principal de faire de l'horreur, mais en fait, ça rend le truc réaliste en disant si t'as des gens qui peuvent voler, dépasser la vitesse du son, aller dans l'espace et détruire un immeuble à coups de poing, quand ils se battent, ça saigne et ça détruit des trucs et ça casse des os, ça casse des mâchoires. Voilà. Et quand ils sont confrontés à des humains classiques, quand eux ils sont en train de se battre, ils s'en rendent pas compte. Et les humains classiques, c'est de la charpie à côté. Donc voilà. Donc c'est pas... ne regardez pas ça avec vos enfants. Sauf si vous voulez les traumatiser. Oui, c'est... Regardez ma famille d'abord, ou me la faites à la maison. Ouais, vous les faites regarder ça, mais eux, leur montrez pas ça. Voilà. Et en BD, c'est aussi très très bien.
Mais c'est une BD à Voilà, la voilà. base ou c'est... C'est une BD à la base. Et là, la D'accord. première saison est sortie il y a quelques semaines sur Prime Video. D'accord. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que... Ben, je pense que... Oui, voilà, on a fini. hein. On a un petit peu dépassé notre timing. Mais c'est pas grave. Est-ce qu'il y avait beaucoup de choses à dire et qu'on pourra encore continuer voilà. à développer? Tout à fait, mais on en reviendra peut-être dessus. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si justement vous avez des envies qu'on aborde certains sujets ou nous faire des retours sur ce qu'on a dit, etc., n'hésitez pas de manière bienveillante. Voilà. Le sujet était l'horreur, mais c'est pas ce qu'on veut sur nos réseaux sociaux. On veut pas d'horreur. Voilà. Voilà, rappelez-vous, on aime ma famille d'abord et la fête à la maison. Voilà, oui. Donc voilà, écoute, merci Mathieu pour cet enregistrement. Ben, de rien, merci à toi. Voilà. Et à la prochaine fois. Oui. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Talks. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux favoris. La semaine prochaine, vous retrouverez Franck pour un nouvel épisode de Give Me 5 Minutes. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur YouTube, SoundCloud et sur les applications de podcast iTunes Podcast et Google Podcast. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter et vous tenir ainsi au courant de notre actualité et de nos prochaines émissions.